G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous fidèles à notre plaidoyer pour le sport, pour le spectacle sportif isérois. Ici on est chauvin, on est fair-play et on a soif de découverte. Alors on est très heureux de vous présenter une championne d'un sport qui date du Moyen-Âge et même bien avant, longtemps élitiste, mais qui se démocratise et qui explose même chez les jeunes et chez les jeunes filles comme Taline Kyungjeon, championne de France de golf. Bienvenue Taline. Bonjour, merci. Et bravo, il est encore tout frais ce titre. Oui, très frais. Bon, on va parler de tout ça et puis aussi de tout ce que ça implique, et notamment pour l'avenir. Avec nous, un champion du monde par équipe, 3 fois vice-champion du monde, vainqueur d'un globe de cristal. Ça va, jusque-là, on est bon? On est bon. Aujourd'hui, retraité, on dirait pas Simon Fourcade, bienvenue. Bonjour. Qu'on a connu bien avant son frère Martin. Aujourd'hui, toujours entraîneur de l'équipe de France junior. Toujours, ouais. Ça a été un peu perturbé ces derniers mois avec une certaine crise sanitaire. Mais ça y est, on va retrouver nos marques avant évidemment une année olympique. Et puis parrain du festival du biathlon et de la montagne ce week-end. On en parle dans un instant. Et en face de toi, donc un vainqueur du Tour de France. Le Tour de France 1903, le tout premier. Et oui, mieux vaut tard que jamais. 118 ans après, Fred Machabert l'a fait avec ses amis. Bonsoir Fred. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, on a hâte de découvrir toutes vos histoires d'abord. C'est la tradition, c'est l'actu, la vraie. Et le FCG n'est vraiment pas dans son assiette. Les rugbymen grenoblois encaissent une 3e défaite à domicile pour cette saison Pro D2. Cette fois, c'est Béziers qui s'impose de 2 points sur le fil du match. Grenoble, bien plus inspire en deuxième mi-temps, malgré 2 cartons jaunes, prend un point de bonus défensif, c'est toujours ça. Mais l'équipe en reconstruction reste loin de ses objectifs avec 3 victoires seulement en 7 matchs. C'est le GF38 qui reprend confiance et confirme son niveau après un début de saison bien compliqué. Les footballeurs grenoblois sont invaincus sur les 4 derniers matchs avec 2 victoires et 2 nuls, comme ce samedi à Bastia, où les grenoblois ont tenu les Corses en échec 0-0. Ils remontent petit à petit vers l'autre moitié de classement. Ils sont 11e. Et la grande forme, elle est pour les brûleurs de loups, toujours en tête de Ligue Magnus avec une seule défaite en 8 matchs. Les hockeyeurs grenoblois sont allés battre Anglette 4-2 vendredi dernier. Ils veulent le ramener le titre et ça se voit. Ce mardi, place à la Coupe de France à Strasbourg. Ce sera le 2e tour, donc le 16e de finale déjà. Ils retrouveront la Ligue Magnus vendredi prochain. Dans une patinoire de nouveau pleine et dans une ambiance bien soignée par le club, pour que le hockey reste une fête et pas seulement un sport. On est allé tester l'ambiance et découvrir les nouvelles animations. Le hockey peut se jouer sans public, comme ici, en mode crise sanitaire, avec des joueurs professionnels motivés par le sens du devoir. Le hockey peut aussi se jouer en public, comme ici, en mode passe sanitaire, avec des joueurs professionnels, non pas motivés, mais galvanisés par cette clameur qu'on entend qu'à Pôle Sud. Cette clameur poussée par des enfants, des adultes, des passionnés, des néophytes qui n'y connaissent rien, mais à qui on a dit qu'un match des brûleurs, c'est à voir. Nous avons la chance d'avoir un sport qui est un sport spectacle naturellement. C'est-à-dire qu'on connaisse les finesses de ce sport, la stratégie ou même les règles. C'est important, mais même sans tout cela, on est capable de passer une très bonne soirée et d'apprécier le spectacle qui est proposé sur la glace. Sur la glace, tout autour et au-dessus, désormais le loup sort du bois et vient déclarer sa flamme au public, aux joueurs. Cet écran cube raconte l'histoire des brûleurs de loups et écrit de nouveaux chapitres au fil des matchs, pendant que Jeff, la mascotte, se déhanche, entraîné par les Pom-Pom Girls, entre autres spectacles, jeux et animations. Le club joue à fond la carte du divertissement fédérateur, comme pour gonfler la ferveur, la fierté des Grenoblois autour de leur équipe emblématique. Le hockey, eh bien, on retrouve ça que dans quelques villes en France et probablement pas avec cette régularité cette qualité de performance. Donc je pense que par cela, on est unique.
Je ne fais pas offense au rugby et on sait tous que Grenoble est une terre de rugby et ni au foot qui évolue en Ligue 1 et qui est aujourd'hui en Ligue 2. Mais notre spécificité, si on parle de spécificité aujourd'hui à Grenoble, c'est vraiment notre hockey. Et déjà, le nouveau coach finlandais, habitué des patinoires du monde entier, s'est laissé surprendre et a dû donner de la voix pour se faire entendre. C'est un bon signe que le coach doive hurler tout le temps pour bien faire passer ses messages aux joueurs. Bien sûr que c'est important. J'aimerais voir cette patinoire pleine à craquer tout le temps, avec tous ces gens heureux de nous voir et de célébrer avec nous. Et on a hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Ça rendra notre boulot tellement plus fun. Et avec 36 buts marqués en 7 matchs et un fauteuil de leader à la clé, on dirait que nos hockeyeurs sont bien décidés à défiler en fin de saison avec la coupe à la maison. Et oui, et donc ce vendredi, Grenoble-Gap et le mardi suivant, ça sera Grenoble-Bordeaux à Pôle Sud. On en reparle dans l'agenda un petit peu plus tard dans l'émission. Vous êtes des habitués de Pôle Sud? Les matchs, les brûleurs, allez. Moi, pas trop. Simon? Pas trop non plus, mais je fais un petit peu le hockey parce que j'en ai fait plus jeune. Donc voilà. Ah bah voilà, il faut venir voir parce qu'avec ce sujet quand même, vous avez vu le loup, ça envoie. Villard-de-Lans, je suis désolé. Allez, on est copains. On se souvient des grands derbies à l'époque, ça envoyait bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec notre première invitée. Parce que comme nos hockeyeurs, elle frappe pour atteindre son but, non pas avec une crosse, mais avec un club. Taline Kyumjian est donc championne de France de golf. Bravo Taline. Merci beaucoup. Alors déjà, une petite mise au point, c'est championne de France amateur. Amateur et toutes catégories confondues, mais féminines. Voilà, et ça s'appelle le trophée Pierre Deschamps. C'est ça. Et c'était le 8 août dernier. Et on précise aussi que peu de temps après, vous avez été championne de France de 2e division par équipe. Exactement. Ça, il fallait confirmer, il fallait le faire. Alors, Taline, vous avez donc 17 ans. On va se tutoyer, hein? Oui, pas de souci. Voilà. Et tu as donc brandi cette coupe en août, et c'était dans la Somme. On peut revoir le dernier trou, le putt de la victoire d'ailleurs. Et on sent que tu n'y crois pas vraiment d'ailleurs. Comment ça s'était passé, ces circonstances? J'ai pas réalisé tout de suite sur le coup. C'est qu'en voyant tous ceux qui étaient venus me suivre m'acclamer et me féliciter. Mais non, j'y croyais pas au début. Je pensais que c'était pas réel et j'étais même prête à aller au trou suivant. Parce que, alors, faut rappeler qu'en 2018 et 2019, tu n'avais pas passé tu avais échoué dès les qualifications. Exactement. C'était une surprise d'aller aussi vite. En fait, tu l'espérais, mais tu es peut-être allé un peu plus vite. Je l'espérais, mais je pensais pas y arriver. Mais je m'étais préparée pour. Mais passer les qualifications, déjà, pour moi, c'était beaucoup. Et après, tous les matchs qui ont suivi, je les ai pris en bonus et ça m'a amené en finale et ça m'a amené à la coupe. Donc, j'en suis très contente. Et qu'est-ce qui représente alors ce titre? Beaucoup de travail. Et pour moi, il représente beaucoup car j'avais vraiment pas confiance en moi. Et il m'a vraiment redonné confiance et je pense que c'est peut-être le début de quelque chose. Alors, pourquoi pas confiance? Est-ce que c'était du fait d'avoir dû arrêter, comme tout le monde, le golf en 2020 avec le confinement, la crise sanitaire? Exactement, c'est ça. Puis, à cause de mon bac de français, j'ai pas pu faire beaucoup de golf. Et quand je voyais les autres filles pratiquer du golf quasiment tous les jours, je me suis dit que j'arriverais jamais à leur niveau. Et j'ai vraiment perdu confiance en moi à ce moment-là. C'est quoi? C'est le moment du doute aussi, où on se demande, on a des choix à faire. Est-ce que je choisis la voie du professionnalisme avec le sport, ou est-ce que finalement je reste dans un métier plus traditionnel, on va dire, avec les études qu'on continue? C'est un vrai doute, parce que moi j'ai envie de faire du golf, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas une erreur de se lancer dedans? Enfin, c'est un vrai doute et ça fait vraiment... Je sais pas comment dire, mais... Ça fait vraiment soit perdre la confiance, soit... Enfin, c'est tout le temps, c'est aléatoire. Beaucoup de candidats, très peu d'élus, au final, c'est ça? Exactement. Mais ça vaut le coup. Donc, ce titre relance un petit peu la machine, la motivation? Exactement, vraiment exactement. Alors, ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire des choix? Parce que donc, tu as découvert, tu as craqué pour le golf à 8 ans, d'abord au mini-golf? Exactement, mini-golf du Riage. J'en ai fait pour rigoler avec mes parents. Et je me suis arrêtée et j'ai dit que c'était ce sport que je voulais faire. Après, je suis allée au golf de Cessin et au premier coach que j'ai vu, je lui ai dit qu'il m'entraîne pour les Jeux Olympiques car je voulais être championne olympique, mais le golf n'existait même pas aux Jeux Olympiques à cette époque-là.
Mais bon, c'était un rêve de petite fille, c'était ce que je voulais faire. Et Il a peut-être été suspendu. Je crois qu'au début du siècle, oui, voilà, il y était, mais après, il a olympique. été suspendu, effectivement. Et c'était mon rêve de petite fille et je m'accrochais à ça. Et bah, maintenant, je m'accroche toujours à ça. Et après, je suis partie à Charmeil. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à performer. Alors là, on voit, ça c'est en 2015. Donc tu étais encore jeune, tu as eu 11-12 ans. Ah oui, j'étais très très jeune. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, on revoit ces images. Tu vois que le travail paye, décidément. Ah, bah, Là, ouais. tu es complètement à fond, déjà. Ah bah là, oui, complètement. Parce que c'est un sport qui implique beaucoup de concentration et également une condition physique. C'est pas pépère, hein, le golf. Ah, ça, non, il faut non. le rappeler. Ah non, pas du tout, c'est pas pépère. Moi, je vais à la salle de sport très très souvent dans la semaine parce que marcher 4h30 en étant concentré, il faut vraiment que le corps y suive et le mental y suive. Parce que c'est très compliqué. Et pour ça, il faut sauter à la corde. Pour ça, il faut que le cardio soit présent, faut que mes muscles suivent, faut que mon explosivité soit là et vraiment le mental aussi. Qu'est-ce que ça implique en fait? Combien de fois par semaine il faut s'entraîner? Est-ce qu'on s'entraîne tous les jours? Préparation physique également? Je dirais golfiquement, je m'entraîne pas tous les jours. Je m'entraîne le mercredi, samedi, dimanche et le vendredi. Mais la salle, j'y vais quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Et j'y vais pendant 1h30, 2 heures. Et je fais énormément de cardio. D'accord. Parce qu'on doit se déplacer. Exactement. Et il faut que le cardio y suive pour que la tête suive. Parce que si le corps ne suit pas, la tête va pas suivre. La souplesse aussi, est-ce que c'est un peu comme au patinage où on va dire c'est un coup d'un jour, on est dedans, on n'y est pas, on ne sait pas pourquoi ce jour-là, ça passe pas? Ça arrive que certains jours, on n'est pas dedans. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ces jours-là, on ne peut pas les contrôler, alors on essaye de s'accrocher. Mais oui, la souplesse, c'est très important, parce que sans souplesse, je pense que le swing de golf, c'est pas pareil du tout. Alors, ce golf de Charmeil, on peut le voir, hein, on y était il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, avec Télé Grenoble et notre émission Esprit Montagne. Donc, à Saint-Quentin, votre entraîneur, c'est Olivier Rénal, entraîneur général, on va dire. Exactement. Puisque vous avez donc tout un staff autour de vous. Exactement. J'ai Olivier Rénal, j'ai une coach mentale, Stéphanie Haricot. Et j'ai également des coachs d'équipe, comme Vincent Duvillard et Jimmy May. Et des coachs de ligue, comme William Baudry et Renaud Gris. Donc un coach mental, parce que Oui. on rappelle, ça marche beaucoup au mental aussi. Exactement, ça marche énormément au mental. Alors on le disait, à 17 ans, vous avez d'autres priorités aussi, c'est-à-dire il faut cumuler les priorités. Ouais, c'est le bac l'école. en fin d'année, comment est-ce que tu vas t'organiser alors? Et bah, je suis en train d'y réfléchir, mais je penche plus pour faire le bac en 2 ans. C'est-à-dire que je vais séparer mes 2 spécialités. Une spécialité cette année, une spécialité l'année prochaine. Et ça va me permettre de plus travailler mon TOEFL pour partir aux États-Unis. Pour être bilingue. Exactement. Et les États-Unis, c'est obligé. Bah, c'est plus simple d'aller aux États-Unis pour le golf que de rester ici, car les structures sont pas du tout les mêmes. Pour être professionnel. Exactement, parce que moi, je veux être professionnelle. Après, c'est très compliqué à gérer, mais on va dire que je m'en sors pour le moment, mais je pense qu'il va falloir que je trouve vite des solutions pour y arriver mieux. Bon, ben, ça, on te fait confiance, c'était très déterminé, rencontrer Tiger, c'est ça l'objectif? Ah c'est oui, complètement. C'est le rêve? Ah oui, je pense que c'est le rêve de tout golfeur qui veut devenir professionnel. C'est lui qui sème vraiment la motivation, qui sème Ah des oui. vocations. Ah oui, oui. Et qui s'y arrive plus que les autres finalement? Ah bah, je pense qu'il On a... avait Steve Ballesteros à l'époque quand on était plus petit, ou je sais pas. Et qu'est-ce qu'il a apporté vraiment en plus? Ah Tiger bah, je Woods pense que Tiger Woods, c'est la force. Je pense que c'est le garçon, c'est l'homme, je dirais même, qui, dès petit, y a cru. Et je pense que quand on y croit, on peut tout faire, on peut déplacer des montagnes. Et il l'a prouvé et je trouve ça incroyable. Je pense que c'est une très, très belle histoire. Ah, on est sûr que tu vas pouvoir suivre ce chemin accompagné, bien sûr, de ta famille qui doit aussi se résoudre C'est très compliqué. Ouais. à ses choix, mais qui te soutient plus que jamais. Oui, complètement. Sans mes parents, je pense que ça marcherait pas. C'est sûr, faut être bien, hein, faut avoir effectivement une cellule très solide autour de soi. On sait aussi que beaucoup de sportifs de haut niveau mordent à l'hameçon, pratiquent le golf chaque week-end. On voit souvent des hockeyeurs, des rugbymen aussi pour le plaisir, mais ça peut leur apporter aussi. C'est un sport qui leur est bénéfique. Je pense que c'est un sport bénéfique parce que ça demande énormément de patience et de concentration. Donc je pense que pour tous les sports, ça peut être bénéfique. Ouais.
Eh ben, au plaisir de se recroiser sur les greens du monde entier. Et puis, bien sûr, une participation au jeu. Alors ça serait juste serait le rêve, génial. Un petit Tour de France aussi. Ah, c'est une transition, elle est pas géniale. Mais on va enchaîner quand même avec une info qui date déjà de la semaine dernière quand même. Et oui, c'est le parcours du Tour qui a été dévoilé donc jeudi dernier. Après 3 ans sans tour de France à l'Alpe d'Huez, ça y est, la grande boucle revient sur les 21 lacets. Et les coureurs vont donc pouvoir retrouver cette ascension mythique. S'il n'y avait qu'un mythe au Tour de France, ça ne serait pas le Ventoux, ça serait les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Et en plus, c'est le 14 juillet, une étape de 166 km au départ de Briançon, avec au programme le Lotaré, le Galibier, le Télégraphe, la Croix de Fer et donc l'arrivée à l'Alpe d'Huez. Ça nous rappelle quelque chose aussi, c'était effectivement le parcours tracé exactement le jour où Bernard Hinault avait remporté cette fameuse étape en 86, main dans la main, avec Greg LeMond. Et on a forcément demandé au maire de l'Alpe d'Huez sa réaction par téléphone à l'annonce de ce tracé. Ça fait 3 ans qu'on patientait. Avec l'épidémie, en plus, c'était assez compliqué ces dernières années. Mais on est ravis d'avoir la 30e étape qui sera sur l'Alpe d'Huez. Et puis, vous l'avez vu, c'est l'annonce des 70 ans de la première étape où Fausto Coppi avait gagné en 52. C'est une belle étape qui, en plus, vous l'avez vu, sert d'étape pour l'étape du Tour amateur, qui aura donc lieu le 10 juillet, donc 4 jours avant. Donc on s'attend à avoir sur le mois de juillet 2022 un bel enchaînement d'événements à vélo. Alors la dernière fois, on avait peut-être mis trop l'accent sur la sécurité, on était obligé de faire attention à ce qui se passe, et ça avait gâché un petit peu la fête. Là, on va essayer de trouver un compromis entre la sécurité des coureurs d'abord, et puis ensuite des spectateurs, mais aussi le côté festif, parce que c'est important, et parce que c'est ce que les personnes qui viennent pendant cette semaine sur la montée de l'Alpe et dans l'Oisans recherchent. Mais rassurez-nous, les coureurs vont toujours pouvoir fendre la foule. Ça fait aussi partie du cachet de cette montée des 21 virages. Oui, sauf pour les dernières parties, des parties qui sont vraiment super dangereuses, où là, nous, on est obligés, on a trop de monde, on ne peut pas ne pas barriérer et éviter justement cette traversée de foule. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à, et puis on va souhaiter une belle étape le 14 juillet prochain avec beaucoup de monde autour. Ce sera certainement un record en termes de présence, puisque le 14 juillet, c'est un moment de fête aussi, donc je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde sur la montée de Bourg vers l'Alpe. Oui, et surtout beaucoup de monde sur ce fameux virage 7. C'est vrai, quand on y arrive, on ne veut plus repartir. Je ne sais pas comment ils font, les coureurs, pour continuer et aller jusqu'au bout. Et puis, pas d'étape en Isère pour le Tour féminin. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle quand même. Le Tour féminin qui fait son retour du 24 au 31 juillet après 12 ans d'absence. Ça, c'est chouette. Donc, pas d'Alpe d'Huez en 1903. Puisque la première fois, si on a bien écouté, c'était Fausto Coppi qui avait gagné il y a 70 ans. Donc, mais ça te tente, Frédéric, peut-être une étape du Tour ? Oui, une étape du Tour dans la région. L'étape du Tour, ça sera l'étape de l'Alpe d'Huez, justement. Effectivement, plus de 4000 mètres de dénivelé. Ça va être une belle journée de vélo pour tous les cyclos et les amoureux du vélo. Et ça risque d'être quand même une super journée. Fred Machabert, on rappelle que tu es attaché de presse pour AG2R. Vous connaissez avec Simon ? J'ai écrit des papiers sur Simon, il était junior. C'est ça. Ah, ça remonte pas beaucoup. Non, c'était il y a quelques années. Ça fait que 20 ans, c'est tout. Mais voilà, à peu près. Mais tu skis pas ? Non, Simon skie. Moi, on ne peut pas dire que je skie, non. C'est Benoît Prato qui skie comme un de tes accompagnateurs. Donc, de cette fameuse... alors, c'est bien plus qu'une étape que tu as bouclé, c'est le Tour. Le premier Tour de France, celui de 1903, remporté par Maurice Garin. Donc. Et donc, vous avez roulé tous ensemble. Alors, Fred, tu es quand même un rouleur. Tu as roulé chez les jeunes en régional, quand même. Voilà. Oui, donc un cycliste confirmé. Mais pas... Cycliste passionné. Passionné. De là à boucler le Tour. Alors, c'était quoi ? C'était pour le plaisir ? Pourquoi cette drôle d'idée ? Ça fait plusieurs années, fin juin, sur les grosses journées, les plus longues journées de l'année, qu'on s'est lancé des paris. Avec qui ? Avec des amis entre amis. Chaque année, les amis changent. Je ne sais pas qui sont refroidis, mais l'année dernière, on a effectué la traversée intégrale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était 585 km en 22 heures.
avec une assistance. Et je pensais qu'on allait passer un palier cette année. Le palier était très gros. Et voilà, c'est de l'ultra-vélo on m'a proposé une idée à la con et j'ai mis 12 secondes à accepter. Oui, parce que ça valait le coup. Alors, on a des images, bien sûr, des images signées Benoît Prato, d'ailleurs notre complice. Et c'était pour la promotion et le soutien à l'association L'Étoile Filante. Ça, c'est hyper important. J'imagine que rien que ça motive une association dédiée aux enfants souffrant du GITC. C'est le gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est un cancer irréversible de l'enfant. Et donc, ça motive pour boucler les 2428 km divisés, attention, en 6 étapes. Donc, des très longues étapes. 268 entre Toulouse et Bordeaux pour la plus courte, 471 pour la plus longue entre Nantes et Paris. Et là, vous avez triché. Il a fallu prendre des décisions ce jour-là. On est parti de Nantes un peu plus tard que prévu. Un petit problème de logistique le matin, rien de grave. On a vu qu'on prendrait du retard, donc on avait 2 options. C'était soit arriver sous la Tour Eiffel à 3h, peut-être 4h du matin, et mettre en péril aussi notre retour, parce que voilà, on est des passionnés, chacun devait reprendre le boulot, ou s'arrêter à Orléans et passer une soirée tous ensemble pour célébrer ça. Pour marquer le coup, ouais. Donc on a fini au resto. D'accord. Finalement, quand on va voir dans quel état vous arrivez sur certaines de vos étapes, on comprend. Le resto, il était bien motivé. Donc, le coup d'envoi avait été donné à Montgeron. Donc là, c'était fidèle devant le réveil matin, ce fameux réveil matin jusqu'à Lyon. Donc, avec Thibaut Jean et Laurent Charbonnier. Voilà, tes 2 complices. Vous n'aviez pas l'équipement de l'époque? Non. Ni le vélo? Il faut savoir que le premier matin, on était logé à 13 km de Montgeron. Et notre camion d'assistance n'a pas démarré. Donc, on a rajouté 13 km pour aller en vélo jusqu'au réveil matin. Voilà, donc, ça commençait très bien. Les 13 km qui manquaient entre Paris et Orléans, on va dire. Voilà, c'était le début de l'aventure qui a un peu bégayé, mais on a réussi à partir comme prévu. Mais il y avait des routes sécurisées avec des suiveurs? On avait 2 voitures suiveuses avec un caméraman, donc Benoît Prato, un photographe, Rémi Fabrec, originaire de Gap, et une autre voiture vraiment assistance qui nous préparait les repas. La plus grosse journée, c'était Marseille-Toulouse, on s'arrêtait 3 fois. Et à chaque fois, quand on arrivait, on mettait nos fesses sur des chaises et on avait tout préparé pour optimiser vraiment le temps d'arrêt. D'accord, et vous nourrissez comme des coureurs pros sur une étape du Tour, parce que ça reste quand même des étapes comme ça. On mange beaucoup. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pendant le Tour, heureusement, voilà. ça rentre et ça s'évacue, j'imagine, tout de suite. Alors voilà comment Fred est arrivé à Toulouse. Ça, c'est à Toulouse. Après, combien? C'était en fait, au final, notre plus longue journée. On a passé 15 heures sur le vélo, 395 km. Et là, il était minuit. Oui. Un départ à 6 heures du matin. Donc, c'était long. C'est long, 15 heures. C'était long, 200 km de vent, je pense. Pas favorable, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Oui. Mais le lendemain, ça c'est des images dans la traversée de Montpellier. Oui. Le lendemain, doubler par le tram. C'est ça. On avait une journée de repos, donc on savait que c'était la première étape, la première partie qui était validée. Sous la pluie aussi, certaines... C'est pas génial de rouler sous la pluie. Fin juin, sur 6 jours de vélo, on a eu 4 jours de pluie. Oui, Et notamment un Bordeaux-Nantes avec 8 heures de pluie. Et il est là, Benoît Prato, donc, qui non seulement filme, mais aussi est l'assistant burger. On avait eu, c'était un petit dé. On les a vus partir, l'assistance et on les a vus revenir avec ça. On dirait pas des burgers maison. Non. Et oui, la pluie, évidemment, 4 jours de pluie sur 6 jours de course, c'était l'été où il fallait pas forcément rouler celui-ci. La grosse étape, c'était vraiment l'étape de Nantes où on a fait 8 heures de pluie. À l'image, on voit le papa de Gaspard, qui est un petit garçon qui est suivi par les étoiles filantes. Gaspard devait venir et puis il était fatigué parce qu'il avait pu visiter Fort Boyard. Donc son papa est venu avec nous à Rochefort, donc il a fait les 30 derniers kilomètres pour La Rochelle. Et c'était un bon moment et surtout ça faisait sens par rapport à tout ce qu'on avait mis en place, qu'il puisse venir à notre rencontre. Oui, parce que c'était pour soutenir, pour promouvoir cet assaut et la soutenir. Là, ça la rendait peut-être un petit peu plus concrète aussi, cette aventure un peu folle. En parallèle, on avait ouvert une cagnotte pour essayer de récolter des fonds à notre niveau et de pédaler pour une cause intelligente, pour une fois. On continue, Étoile filante, ça s'appelle. Allez-y, renseignez-vous. C'est une super asso. 90 heures de vélo en une semaine, finalement. Vous avez cru abandonner à un moment ?
Non, après on avait la sécurité de la voiture suiveuse. Moi j'ai fait le premier jour j'ai fait 2 heures dans la voiture suiveuse que j'ai un peu craqué. Le dernier jour aussi pareil. Et on n'était pas dans une optique de performance. On n'était pas là pour battre des records ou quoi que ce soit. On était là pour partir pour une aventure humaine. Des records d'endurance quand même, hein. Enfin, peut-être pas des records, mais en tout cas c'est une sacrée performance dans la durée. C'est Simon, je sais que cet été a fait aussi de la longue distance. Il reviendra. On n'était pas dans une optique de performance. Voilà. C'était vraiment vivre une aventure humaine et quel est un vrai but. Et ce but, c'était les étoiles filantes. Bon, prochain défi, un petit biathlon. Je suis assez fan des sports de précision comme le golf et le biathlon parce que je suis totalement incapable. Oui, alors il n'y a pas que justement la précision d'ailleurs, c'est la précision, l'endurance et puis la résistance, hein, quand même, le biathlon. Simon, tu en sais quelque chose. Et donc on va parler pour l'instant, en tout cas de ce festival de biathlon et de la montagne. C'est sur l'anneau de vitesse. C'est organisé par le GUC Ski vendredi, samedi et dimanche sous la bénédiction donc de Simon Fourcade, parrain de l'événement. Et c'est sympa d'associer les athlètes et les plus grands athlètes de cette... Tu peux le dire, les anciens, tu peux le dire. Non, les anciens, quand on... 80, ça te fait maintenant 37 ans. Voilà. Simon, ancien champion du monde, s'il le dit, par équipe en 2009, vice-champion du monde en individuel, 32 podiums en Coupe du Monde et un globe de cristal en 2012 en individuel. Aujourd'hui, entraîneur de l'équipe de France junior, un beau parrain quand même, Simon. Et puis, est-ce que... Alors, on regarde justement ces enfants qui essayent, peut-être certains pour la première fois, ce biathlon, avec le biathlon des scolaires. Ça aura lieu vendredi, c'est le jour où tu seras présent. Est-ce que c'est ici, sur ce type d'événement, que tout simplement on le met à la portée de ces enfants qui peut-être n'ont jamais essayé ou n'auront pas d'autres occasions peut-être, et là il peut se passer quelque chose? Oui, il peut se passer quelque chose. Je pense que c'est déjà une belle promotion de la discipline que de faire venir notre discipline en ville. On a la chance avec le biathlon de proposer une activité ludique et assez fun, je pense, pour les enfants. En tout cas, c'est un petit peu comme si on allait au tir à la fête foraine en y associant une activité physique à côté. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est un bon moyen de motiver les jeunes. Ensuite, s'ils se prennent de passion pour le biathlon, tant mieux. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est d'abord et avant tout pour faire passer un bon moment à tous ces gamins qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en montagne et de venir essayer le biathlon sur les skis. Et voilà, ils ont ici la possibilité de le faire avec une carabine à plomb ou laser. Là, c'est à plomb. Je ne sais pas ce qui sera proposé cette année pour le coup. J'espère pas que ce soit trop à plomb quand même, parce qu'il y a des relais nocturnes qui vont être organisés jusqu'à 22h30. S'ils tirent dans le noir, il vaut mieux pas aller aux abords de l'anneau de vitesse. Non, justement, alors là, on voit bien sûr des enfants qui courent. Hein, donc, c'est pas du ski roue, c'est avec la course à pied. Donc, ce vendredi, avec les athlètes aussi du comité du ski et du Dauphiné, rendez-vous donc pour le biathlon des scolaires. Les entreprises donc, vont participer à un relais jusqu'à 22h30. Et puis samedi de 9h à 17h, c'est un grand relais pour tous, par équipe de 3 ou de 4, avec une course de 30 à 40 minutes et 2 fois 5 tirs par relayeur, avec une initiation au préalable, bien évidemment. Simon, ça c'est aussi une manière de montrer que le biathlon, c'est pas que pour les habitants des massifs, c'est aussi pour la ville, c'est aussi pour les citadins? Oui, complètement. Le biathlon, c'est une activité qui peut se décliner dans plein de sports différents. J'ai déjà vu du biathlon kayak, donc activité kayak avec une épreuve de tir depuis le ponton où on range les bateaux. Donc voilà, c'est vrai que c'est une activité qui se décline de multiples façons. Et justement, l'aspect tir vient casser un petit peu la monotonie des sports d'endurance qui sont quelquefois fastidieux à faire pour certaines personnes et qui pour le coup, représente, je pense, un réel atout, ne serait-ce que pour se maintenir en forme et tout l'aspect un petit peu santé qui a trait au sport. Donc voilà, c'est vrai que le biathlon permet de rendre tout cet aspect un petit peu fastidieux, un petit peu plus ludique. Et c'est sympa de pouvoir le proposer aux citadins également. Bah oui, le mettre à la portée de nous, Grenoblois, parce que c'est vrai qu'il y a un boom médiatique du biathlon.
Ton frère Martin n'y est pas complètement étranger. Et puis, avant lui, Raphaël Poiré aussi. On sait que depuis vraiment, on va dire, une bonne quinzaine d'années, le biathlon rassemble de plus en plus de téléspectateurs sur une chaîne qui vous suit d'ailleurs et qui retransmet toute la Coupe du Monde, la chaîne L'Équipe. Et puis, pour avoir été aussi parfois sur certains événements biathlon, les citadins commencent à monter et se disent... Ah, si j'avais pu, j'en aurais fait quand j'étais petit. Aujourd'hui, quand on est citadin, on peut s'inscrire. Il y a des choses aussi qui sont prévues peut-être pour faciliter la pratique quand on n'habite pas sur le site. Alors, j'ai envie de dire qu'à Grenoble, on a encore la possibilité de se rendre assez facilement sur des clubs de biathlon, que ce soit sur le Vercors, que ce soit sur le massif de Chartreuse également. Il y a un pas de tir à côte de porte. Exactement. Donc, de pouvoir pratiquer et se rendre assez facilement sur des sites où on peut pratiquer le biathlon. C'est un petit peu plus contraignant dans d'autres villes qu'on est un petit peu plus éloigné des massifs montagneux. Maintenant, il faut savoir que le biathlon est quand même une discipline qui se pratique à 70% du temps sur du bitume, avec des skis à roulettes. Un pas de tir, ça s'installe un petit peu partout. Donc peut-être que l'avenir de notre discipline se déclinera aussi sur bitume, ou en tout cas que les citadins pourront pratiquer sur des pistes bitumées le biathlon avant de rejoindre les pistes enneigées un petit peu l'hiver. Donc voilà, donc je lance un appel. S'il y a des projets qui veulent se lancer, je suis preneur pour le développement de ma discipline. Alors là, je suis sûre que l'appel va être entendu, bien sûr. Comment est-ce que tu avais commencé? Dans les Pyrénées ou dans le Vercors déjà? Moi, j'ai commencé dans les Pyrénées, sur un massif montagneux, les Pyrénées, du côté de Font-Romeu, de la station de Font-Romeu, à 2000 mètres d'altitude. En famille déjà? Parce que quand on a un petit frère de 4 ans... Je suis né à Perpignan, donc moi, à la base, dans ma famille, c'était plutôt rugby que biathlon. Et j'ai commencé avec les copains, avec les activités scolaires, justement, qui étaient proposées, un petit peu comme les activités Martin qui vont être proposées vendredi. Oui, exactement. Martin m'a suivi par la suite. Voilà, Martin a suivi ta trace puisque tu avais performé avant lui. Et c'est lui qui s'est envolé après. Tu n'es pas passé par que des bons moments. Tu es passé aussi par le doute, par la frustration et puis forcément la fierté. Et avec le recul, donc 2 ans après ta retraite, qu'est-ce qui reste en fait de ça? Bon, il reste énormément de bons moments. Maintenant, j'essaie de ne pas rester arrêté sur le passé. Ça, j'ai jamais été mon dada de rester arrêté sur le passé. C'est vrai que là, je suis vraiment concentré sur la transmission, on va dire, en tant qu'entraîneur de l'équipe de France junior, à essayer de transmettre mon expérience et d'amener ce que je peux amener aux jeunes qui pratiquent le biathlon aujourd'hui et qui veulent en faire une carrière. Ça en fait partie aussi, c'est-à-dire effectivement c'est le passé quand même assez récent, ça fait partie aussi, ce sont des arguments, on n'en sait rien, mais en tout cas on peut aussi s'appuyer sur tout ça, sur cette expérience vécue en famille, je ne sais pas si certains aussi, c'est un peu vache ce que je vais dire, mais est-ce que le nom aussi peut donner de la crédibilité ? Oui, forcément. Et pas que le palmarès. Oui, forcément. Je pense que quand on se présente en tant qu'entraîneur comme ancien athlète, au-delà du nom, comme ancien athlète qui a pratiqué le sport, on a forcément un petit peu plus de crédibilité et les oreilles sont un petit peu plus attentives à ce qu'on peut dire. Donc je pense qu'on a une facilité dans la transmission du message. Ensuite, le but étant également de ne pas dire n'importe quoi pour que ça soit bien perçu et bien compris par les athlètes qu'on entraîne. On sait que tu es aussi très impliqué sur le Martin Fourcade Nordic Festival, donc ça c'est au mois d'août. On est en année pré-olympique, oui, en année olympique qui va commencer. Comment est-ce que tu la sens cette équipe de France? Je sens une équipe de France très forte, bien à son affaire. Voilà, alors avec quelques éléments, comme on peut le voir là avec Emilien sur les images, qui ont eu quelques contretemps dans leur préparation, car Emilien est actuellement blessé au poignet. Donc voilà. Mais voilà, je pense que ça va se mettre en place doucement. Il faudra attendre les premières Coupes du Monde pour avoir un petit peu plus de visibilité sur les performances qui vont pouvoir être réalisées par la suite. Il faudra attendre pour ça fin novembre, début décembre, mais ça va vite arriver maintenant. Alors ça, c'était une certaine partie de l'équipe de France. C'était les athlètes du Vercors qui ont été présentés il y a quelques jours sur le plateau. On va être à fond derrière eux. On est très, très supporters. Alors, c'est vrai qu'on ne regarde pas forcément vers le passé, mais on aime bien toujours ressortir. Oh non, on avait dit non. Oh, la bassine, toujours. Hein. Simon, mais non. Ah, on l'assume. On demandait des arguments aussi tout à l'heure pour attirer le public. J'étais nettement moins méritant que Fred, pour le coup. Donc voilà, c'était pour une association également. Bien sûr.
qui œuvre contre le cancer du sein. Ben mince, et ça en fait partie, et voilà, ça. Fred se tape des tours de 2000 bornes en vélo. Moi, j'ai juste à poser devant un objectif. Donc voilà, il y a nettement même mérite dans l'histoire. Tu n'as pas fait que poser devant des photographes. Il y a quand même une longue carrière quand même aussi, juste avant. Un géant, on l'a dit quand même tout à l'heure, beaucoup de podiums en Coupe du Monde. Et tout biathlète n'a pas forcément un globe de cristal en individuel. Ça reste. Et Fred, tu sais ce qu'il te reste à faire devant l'objectif des photographes. C'est bien beau de rouler, mais c'est bien aussi de poser. En tout cas, je peux inviter Simon à venir rouler avec nous. Voilà, exactement. Bah voilà. On fera des chances de bons procédés, Fred. Ça y est, c'est parti. Le défi, il est parti. On n'a pas le temps de vous passer l'agenda, mais il y aura plein de choses à suivre. Et vous le verrez, bien sûr, dans le JT de Marie-Caroline jeudi prochain. Merci à vous tous d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir. Beaucoup. Et bonne chance, Taline, et bonne chance à vous tous. Merci. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.